Un homme qui a tout quitté pour bâtir un avenir digne, un homme qui a travaillé comme un forcené sur une terre étrangère pendant 5 longues années, un homme qui envoyait chaque centime gagné à ceux qu'il aimait. Et quand il est revenu chez lui, quand il a enfin franchi le seuil de sa propre maison, celle qu'il avait construite de ses propres économies, il a trouvé sa femme dans les bras de son frère. Son propre frère de sang. Dans son propre lit. Sous son propre toit. Ce que vous allez entendre aujourd'hui, c'est une histoire vraie de sacrifice, d'amour, de trahison et de reconstruction. Restez avec moi jusqu'à la fin, parce que cette histoire va vous secouer, vous faire réfléchir, et peut-être vous faire voir autrement les personnes qui vous entourent. Avant de commencer, je veux vous demander quelque chose de simple. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment de le faire. Appuyez sur ce bouton rouge d'abonnement maintenant, et activez la petite cloche pour ne rater aucune de nos histoires. Likez cette vidéo, cela m'aide vraiment à continuer ce travail. Et dans les commentaires, dites-moi d'où vous me regardez. Est-ce depuis Abidjan, depuis Dakar, depuis Paris, depuis Montréal ou depuis un autre coin du monde? Je veux vous connaître, vous qui prenez le temps d'écouter ces histoires. Dites-moi aussi si vous connaissez quelqu'un qui a vécu quelque chose de similaire à ce que Moussa a vécu. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Moussa Koné est né dans un quartier populaire d'Abidjan, dans une famille modeste mais digne. Sa mère était vendeuse au marché, une femme courageuse qui se levait avant le soleil et rentrait après la nuit pour que ses enfants ne manquent de rien. Son père était mécanicien, un homme sobre et travailleur qui croyait que l'éducation était la seule vraie richesse qu'il pouvait offrir à ses enfants. Ils n'étaient pas riches, mais ils n'étaient pas dans la misère non plus. Ils avaient ce qu'il fallait pour vivre, pour manger, pour aller à l'école. Et dans cette famille, il y avait 2 fils. Jules, l'aîné, et Moussa, le cadet. Jules avait 5 ans de plus que Moussa. C'était un garçon grand, bien bâti, avec un sourire facile et un talent naturel pour séduire les gens. Il était populaire dans le quartier, toujours entouré d'amis, toujours au centre de l'attention. Mais Jules n'avait pas la même ambition que son petit frère. Il aimait la vie facile, les sorties, les femmes, les soirées. Il avait terminé le lycée de justesse, sans briller, et depuis il dérivait de petit boulot en petit boulot, sans vraiment chercher à construire quelque chose de solide. Ses parents s'inquiétaient pour lui, mais ils n'osaient pas trop le brusquer. C'était l'aîné. Dans la culture de leur famille, on respectait l'aîné. Moussa, lui, était complètement différent. Dès l'école primaire, ses maîtres disaient à ses parents qu'il avait quelque chose de spécial. Il apprenait vite, il comprenait vite, il ne se contentait jamais du minimum. Quand un exercice était terminé, il en demandait un autre. Quand il avait fini de lire un livre, il en cherchait un nouveau. Il était curieux, appliqué, déterminé. Et cette détermination, elle ne venait pas de nulle part. Moussa avait vu sa mère se fatiguer les pieds sur le goudron du marché pendant des années. Il avait vu son père rentrer le soir avec les mains noires de cambouis et les yeux rouges de fatigue. Et très tôt, il s'était fait une promesse. Une promesse silencieuse mais solide comme du roc. Il avait juré de changer la vie de sa famille. Il avait juré de leur offrir mieux. Et pour tenir cette promesse, il savait qu'il n'avait qu'une seule arme entre les mains, les études. Alors Moussa a étudié. Il a étudié comme si sa vie en dépendait. Et dans un sens, c'était vrai. Sa vie, la vie qu'il voulait vivre, celle qu'il avait imaginée pour lui et pour les siens, elle dépendait entièrement de ce qu'il allait construire avec son cerveau. Il passait ses nuits sur les livres quand les autres dormaient. Il révisait ses cours pendant la récréation quand les autres jouaient au football. Il refusait les invitations aux fêtes, aux soirées, aux sorties, non pas parce qu'il n'aimait pas s'amuser, mais parce qu'il savait que chaque heure perdue était une heure qu'il ne pourrait jamais rattraper. Et le travail a payé. Le jour de l'examen du baccalauréat, Moussa est entré dans la salle d'examen avec la tranquillité d'un homme qui sait qu'il a tout fait ce qu'il fallait faire. Il n'était pas nerveux. Il n'avait pas de sueur froide. Il avait préparé cet examen depuis 3 ans. Il connaissait ses cours, il connaissait ses fiches de révision par cœur. Et quand les résultats sont tombés, Moussa avait non seulement décroché son baccalauréat, mais il avait décroché une mention très bien. Il était parmi les meilleurs de sa région. Sa mère avait pleuré ce jour-là. Des larmes de joie, des larmes de fierté. Son père l'avait serré dans ses bras longuement, sans rien dire, parce qu'il n'y avait pas de mots assez forts pour exprimer ce qu'il ressentait. Et Jules, le grand frère, avait tapé dans les mains de Moussa avec un grand sourire. Il était fier lui aussi. En tout cas, c'est ce qu'il montrait ce jour-là. Ce que Jules pensait vraiment au fond de lui, personne ne le savait encore. La bonne nouvelle ne s'est pas arrêtée là.
Quelques semaines après les résultats du baccalauréat, Moussa a reçu une lettre. Une lettre officielle, avec un tampon, avec un logo. Une lettre qui lui annonçait qu'il avait été sélectionné pour obtenir une bourse d'études au Canada. Une bourse complète. Les frais de scolarité, le logement, une allocation mensuelle pour vivre. Tout était couvert. Il avait posé sa candidature des mois auparavant, rempli des formulaires, écrit des lettres de motivation, convaincu des professeurs de lui rédiger des lettres de recommandation. Il avait fait tout ce qu'il fallait faire et il avait été retenu. Parmi des centaines de candidats, c'est lui qui avait été choisi. La famille entière a célébré cette nouvelle. Le voisinage aussi. Dans leur quartier, aller étudier au Canada avec une bourse complète, c'était une chose extraordinaire. C'était presque un conte de fées. Les gens venaient féliciter ses parents, lui serrer la main, lui souhaiter bon voyage. Des anciens du quartier lui donnaient des conseils. Des tantes lui préparaient des plats pour lui souhaiter bonne route. Et au milieu de tout cela, Moussa était heureux, mais il y avait quelque chose qui le retenait. Quelque chose qui lui pesait sur le cœur. Ce quelque chose s'appelait Aïcha. Aïcha Diallo. C'était la femme que Moussa aimait depuis le lycée. Ils s'étaient rencontrés en classe de terminale, dans un couloir, un jour ordinaire comme tant d'autres. Moussa avait vu cette jeune femme passer avec des livres dans les bras et quelque chose dans ses yeux qui lui avait arrêté le cœur. Elle n'était pas seulement belle, même si elle l'était, avec cette peau mate et soyeuse, ses longs cheveux tressés et ce sourire discret qui ne se donnait pas à n'importe qui. Non, ce n'était pas seulement la beauté. C'était quelque chose d'autre. Une présence. Une façon d'être. Une intelligence dans le regard. Moussa avait trouvé un prétexte pour lui parler ce jour-là, lui demander un stylo ou quelque chose d'aussi banal, et depuis ce moment, ils ne s'étaient plus quittés. Ils avaient traversé le lycée ensemble, s'aidant dans les études, se soutenant dans les moments difficiles. Quand Moussa avait une baisse de morale, c'était Aïcha qui le relevait. Quand Aïcha avait des doutes sur elle-même, c'était Moussa qui lui rappelait sa valeur. Ils formaient ce genre de couple rare où deux personnes se complètent vraiment, où l'un ne pense pas qu'il vaut plus que l'autre, où la relation est construite sur un respect mutuel et une affection sincère. Leur famille le savait, leurs amis le savaient, tout le monde dans leur entourage savait que Moussa et Aïcha étaient faits l'un pour l'autre. Alors quand la bourse au Canada est arrivée, la question s'est posée naturellement. Qu'est-ce qui allait se passer pour eux deux? Moussa n'avait pas envie de partir en laissant Aïcha dans l'incertitude. Il ne voulait pas qu'elle passe des années à attendre sans savoir si elle était sa fiancée, sa petite amie, ou une simple connaissance. Il voulait être clair. Il voulait lui donner un statut. Il voulait lui donner son nom. Et Aïcha, elle aussi, voulait cette certitude. Elle aimait Moussa profondément et elle était prête à l'attendre, mais elle avait besoin de savoir qu'elle attendait son mari et pas juste un homme qui lui avait fait de belles promesses. Moussa a donc pris une décision qui a surpris beaucoup de monde, mais qui lui semblait la plus naturelle du monde. Avant de partir au Canada, il allait épouser Aïcha. Il allait aller voir sa famille, payer la dot, organiser une cérémonie simple mais belle, et partir au Canada en laissant derrière lui une femme qui portait son nom et qu'il comptait rejoindre dès que sa situation serait suffisamment stable. Ce plan, il l'avait réfléchi, il l'avait pesé, il le trouvait juste. Les deux familles ont été consultées. Du côté de la famille Koné, les parents de Moussa étaient à la fois heureux et un peu inquiets. Heureux que leur fils veuille se marier avec une fille sérieuse qu'ils connaissaient et appréciaient. Inquiets parce qu'ils se demandaient si c'était le bon moment, si Moussa n'allait pas se créer une charge supplémentaire alors qu'il allait affronter les défis de la vie d'étudiant à l'étranger. Mais Moussa avait répondu à leurs inquiétudes avec une maturité qui les avait convaincus. Il leur avait dit qu'une femme qui attend dans l'incertitude est une femme exposée, qu'il préférait lui donner son nom et sa protection avant de partir plutôt que de la laisser sans statut pendant des années. Ses parents avaient fini par acquiescer. Du côté de la famille Diallo, les parents d'Aïcha avaient une seule question. Comment est-ce que ce jeune homme comptait subvenir aux besoins de leur fille s'il était étudiant à l'autre bout du monde? Moussa avait répondu honnêtement. Il allait avoir une allocation mensuelle grâce à sa bourse. Il allait chercher un emploi à temps partiel dès son arrivée au Canada. Et chaque mois, sans faute, il allait envoyer de l'argent à Aïcha pour qu'elle ne manque de rien. Il avait regardé le père d'Aïcha dans les yeux et il avait dit « Je n'ai pas encore grand-chose, mais j'ai ma parole. Et ma parole, je la tiens. » Le père d'Aïcha l'avait regardé longuement, puis il avait hoché la tête. Le mariage a eu lieu 3 semaines avant le départ de Moussa pour le Canada. C'était une belle cérémonie, simple mais chargée d'émotions. Pas de grandes dépenses, pas de fastes inutiles. Juste les deux familles réunies,
les amis proches, un repas préparé avec amour par les mères des deux côtés, et une atmosphère de fête teintée d'une douce mélancolie parce que tout le monde savait que le marié allait partir très vite. Aïcha était magnifique dans son boubou de cérémonie. Moussa ne l'avait jamais vue aussi belle. Et quand il avait pris sa main devant tout le monde, quand les formules du mariage avaient été prononcées, quelque chose dans son cœur avait fait la promesse la plus solide qu'un homme puisse faire. Celle de tout faire pour mériter cette femme. Celle de revenir un jour et de lui offrir la vie qu'elle méritait. Jules était là ce jour-là. Il avait dansé, il avait mangé, il avait félicité son petit frère avec de grands gestes et un grand sourire. Personne n'aurait pu imaginer, ce soir de fête, ce que l'avenir allait révéler sur lui. Personne n'aurait pu imaginer ce que Jules portait dans le cœur ce soir-là en regardant sa belle-sœur Aïcha dans sa robe de mariée. Le lendemain du mariage, Moussa a passé sa dernière nuit avec Aïcha. Ils ont parlé jusqu'à très tard. Ils ont ri, ils ont pleuré un peu, ils ont fait des plans. Moussa lui avait promis de rentrer dès qu'il le pouvait. Il lui avait promis d'envoyer de l'argent régulièrement. Il lui avait promis d'appeler chaque soir. Et Aïcha lui avait promis de l'attendre, de veiller sur la famille, d'être une bonne belle-fille pour ses parents, et surtout de rester fidèle à leur amour. Ces promesses, elles avaient été faites dans le noir, à voix basse, avec la sincérité de deux jeunes gens qui s'aiment et qui croient encore que l'amour suffit pour traverser les épreuves. Ce soir-là, Moussa était l'homme le plus heureux du monde. Ce soir-là, il avait tout. Le lendemain matin, la voiture est venue le chercher pour l'aéroport. Aïcha s'était retenue de pleurer devant lui. Elle ne voulait pas qu'il parte avec le poids de ses larmes. Elle avait souri, elle lui avait dit de prendre soin de lui, de bien manger, de ne pas oublier de dormir. Ces petites recommandations de femme amoureuse qui cachent une douleur immense. Et Moussa était monté dans la voiture sans se retourner, parce qu'il savait que s'il se retournait, il n'irait nulle part. L'avion a décollé. Moussa a regardé par le hublot la ville d'Abidjan disparaître sous les nuages. Là-haut, dans les airs, entre deux mondes, il avait fait une prière silencieuse. Il avait demandé la force de réussir, la force de revenir victorieux, et la grâce de retrouver son amour intact à son retour. La vie au Canada n'a pas été facile. Moussa le savait, il s'y attendait. Mais la réalité a toujours quelque chose de plus dur que ce qu'on a imaginé. Le froid, d'abord. Ce froid canadien qui ne ressemble à rien de ce qu'un homme du soleil a connu. Un froid qui s'insinue dans les os, qui rend les gestes difficiles, qui rend le moral encore plus fragile dans les premiers mois. Moussa avait acheté des vêtements chauds dès son arrivée, mais il avait mis des semaines à s'habituer à ce climat qui lui semblait hostile. L'université, ensuite. Le système académique n'était pas le même qu'à Abidjan. Les exigences étaient différentes, les méthodes de travail étaient différentes, les professeurs attendaient une autonomie et une initiative que Moussa avait dû développer rapidement. Les premiers mois, il avait du mal à suivre. Pas parce qu'il n'était pas intelligent, mais parce qu'il devait en même temps apprendre à étudier d'une nouvelle façon, à vivre dans un nouvel environnement, à gérer seul des choses qu'il n'avait jamais gérées seul à Abidjan. Faire la cuisine, gérer un budget, payer ses factures, naviguer dans une ville inconnue, tout cela prenait de l'énergie qu'il ne pouvait plus consacrer aux études. Mais Moussa n'était pas du genre à baisser les bras. Il avait cette capacité particulière de regarder les difficultés en face et de décider de les traverser quoi qu'il en coûte. Il a revu son organisation. Il a demandé de l'aide à ses professeurs. Il a trouvé un groupe d'étudiants avec qui réviser. Il a appris à cuisiner des plats simples pour ne pas perdre de temps en cuisine. Et progressivement, il a trouvé son rythme. La chose la plus difficile, ce n'était ni le froid ni les études. C'était la solitude. La solitude de l'étudiant africain à l'étranger, loin de sa famille, loin de ses amis, loin de tout ce qu'il connaît. La solitude du soir quand on rentre dans une petite chambre et qu'il n'y a personne à qui parler de sa journée. La solitude du week-end quand tout le monde semble avoir quelque chose à faire, quelqu'un à voir, et que toi tu te retrouves face à tes livres et à tes pensées. Cette solitude-là, elle pèse lourd. Elle use le moral lentement mais sûrement. Moussa appelait Aïcha chaque soir, comme il l'avait promis. Ces appels étaient sa bouée de sauvetage. Entendre la voix d'Aïcha, lui raconter sa journée, l'écouter parler de sa journée à elle, lui décrire le temps à Abidjan, les nouvelles du quartier, les petites choses de la vie quotidienne, tout cela lui permettait de tenir. Aïcha était là, fidèle, chaleureuse, toujours prête à l'écouter. Elle lui répétait qu'elle était fière de lui, qu'elle l'attendait, qu'il ne devait pas s'inquiéter pour elle, qu'elle allait bien. Et Moussa la croyait. Il n'avait aucune raison de ne pas la croire. Parallèlement à ses études, Moussa avait rapidement trouvé un emploi à temps partiel.
D'abord dans un entrepôt, où il travaillait les nuits de week-end à décharger des colis. C'était physiquement éprouvant, surtout combiné aux nuits d'études, mais Moussa le faisait sans se plaindre. Il avait ensuite trouvé un travail dans un restaurant, à faire la plonge et parfois à aider en cuisine. Puis, avec le temps et la maîtrise du français canadien et un peu d'anglais, il avait décroché un emploi dans un bureau, comme assistant administratif à temps partiel. Chaque nouvelle opportunité, il la saisissait. Et chaque mois, sans exception, il envoyait 500 000 francs CFA à Aïcha. 500 000 francs. Dans un quartier d'Abidjan, c'était une somme très confortable. C'était plus que ce que beaucoup de pères de famille gagnaient en travaillant à plein temps. Aïcha ne manquait de rien. Elle mangeait bien, elle s'habillait bien, elle pouvait aider les parents de Moussa et ses propres parents si nécessaire. Tout le monde autour d'elle savait que son mari était sérieux, qu'il tenait sa parole, qu'il prenait soin d'elle-même de loin. Jules, lui, habitait à 2 rues de chez les parents de Moussa. Il continuait sa vie de toujours, sans grande ambition, sans grand projet. Il faisait de petits boulots ici et là, mais rien de stable, rien de sérieux. Et peu à peu, sachant que son frère était loin et que sa belle-sœur Aïcha se retrouvait souvent seule, il avait commencé à passer chez elle. D'abord pour des raisons valables. Réparer un robinet qui fuyait, aider à porter des sacs de marché, accompagner Aïcha chez les parents de Moussa pour les visites familiales. Des choses normales que font les frères. Des choses que Moussa lui avait d'ailleurs demandées avant de partir. Il avait dit à Jules, « Veille sur ma femme ». Et Jules avait répondu, « Compte sur moi, petit frère ». Mais les visites de Jules sont devenues plus fréquentes. Puis elles sont devenues quotidiennes. Et personne ne l'a remarqué au début, ou personne n'a voulu le remarquer. Les voisins voyaient Jules passer chez sa belle-sœur et pensaient que c'était le grand frère qui veillait sur la femme de son petit frère comme convenu. La belle-mère d'Aïcha trouvait cela normal. Les amis de Moussa n'y prêtaient pas attention. Tout le monde faisait confiance à Jules parce que c'était la famille. Ce qui s'est passé ensuite, on ne peut pas l'expliquer en disant simplement que c'est la faiblesse humaine. Non. Ce qui s'est passé, c'est une trahison calculée, une transgression de tous les liens qui font qu'une société tient debout. Jules savait qu'Aïcha était la femme de son frère. Il savait que Moussa travaillait dur de l'autre côté de l'océan pour leur envoyer de l'argent à tous. Il savait que chaque sou que Moussa envoyait venait de ses nuits sans sommeil, de son sacrifice, de sa sueur. Et malgré tout cela, Jules a choisi de trahir. Progressivement, sournoisement, il a commencé à approcher Aïcha d'une manière différente. Des regards qui duraient un peu trop longtemps. Des compliments qui dépassaient le cadre de la belle famille. Des gestes qui franchissaient les limites. Et Aïcha, dans sa solitude, dans l'absence de son mari, a cédé. On ne sait pas exactement comment cela s'est passé. On ne sait pas si elle a résisté longtemps ou si elle a faibli vite. On ne sait pas si elle avait honte ou si elle s'était trouvé des justifications. Ce qu'on sait, c'est que la trahison a eu lieu. Et qu'elle a duré dans le temps. Ce n'était pas une erreur de parcours, un moment de faiblesse isolé. C'était une relation, une liaison, qui s'est installée dans la maison que Moussa payait, dans le lit que Moussa avait offert, sous le toit que Moussa avait prévu de construire de ses propres économies. Pendant ce temps, Moussa avançait. Ses années d'études se passaient bien. Il avait trouvé sa place dans son université, il avait noué des amitiés solides avec quelques autres étudiants africains et canadiens, il avait amélioré son niveau dans ses matières. Et il rêvait. Il rêvait du jour où il rentrerait à Abidjan avec un diplôme en poche, avec de l'argent économisé, avec des projets plein la tête. Il voulait ouvrir une entreprise. Il avait des idées, des plans, des contacts qu'il avait commencé à tisser au Canada. Il voulait construire quelque chose de grand pour lui, pour Aïcha, pour leur future famille. Et il avait un autre projet. Un projet qui lui tenait particulièrement à cœur. Depuis qu'il était au Canada, il économisait une partie de son argent en plus des envois mensuels à Aïcha. Il voulait construire une belle villa à Abidjan. Pas pour les apparences, pas pour montrer aux voisins qu'il avait réussi. Non. Pour sa famille. Pour avoir un foyer digne quand il rentrerait. Pour que ses parents vieillissants aient un endroit confortable. Pour qu'Aïcha ait une belle maison qui lui corresponde. Pour que leurs futurs enfants grandissent dans un cadre agréable. Il avait confié ce projet à Jules. Encore lui. Il avait transféré de l'argent à son grand frère avec toutes les instructions nécessaires. Le terrain, il l'avait déjà repéré et acheté avant de partir. Les plans de la maison, il les avait fait établir par un architecte. Tout était prévu, tout était organisé. Il avait juste besoin de quelqu'un sur place pour superviser les travaux,
payer les ouvriers, s'assurer que tout se faisait correctement. Et il avait fait confiance à Jules pour cela. Jules avait effectivement supervisé la construction. Sur ce point-là, il n'avait pas failli. La villa avait été construite selon les plans, avec les matériaux prévus, dans les délais approximatifs. Les voisins s'émerveillaient en voyant monter cette belle maison dans leur quartier. Les parents de Moussa étaient fiers. Et Aïcha vivait dans cette maison belle et confortable pendant que son mari la payait de l'autre côté du monde, pendant qu'elle recevait Jules dans cette même maison, dans ce même lit. Les appels téléphoniques continuaient. Chaque soir, la voix d'Aïcha semblait normale à Moussa. Elle lui parlait des petites choses du quotidien. Elle lui demandait comment allait son travail. Elle lui disait qu'elle l'aimait, qu'elle l'attendait. Et Moussa ne se doutait de rien. Comment aurait-il pu? Il était à des milliers de kilomètres. Il avait confiance en sa femme et en son frère. Ces deux personnes qu'il aimait le plus au monde après ses parents. Les années passaient. 1, 2, 3, 4, 5 ans. 5 années de sacrifice. 5 années de nuits courtes et de matins difficiles. 5 années de solitude et de nostalgie. 5 années d'envoi d'argent mensuel sans jamais manquer un seul mois. 5 années à rêver du retour. Et ce retour approchait enfin. Moussa avait terminé ses études avec succès. Il avait obtenu son diplôme avec mention. Il avait accumulé une belle expérience professionnelle au Canada. Il avait économisé de l'argent. Il avait des projets concrets. Et surtout, il avait une furieuse envie de rentrer chez lui. De retrouver Abidjan, ses odeurs, ses couleurs, ses bruits. De revoir ses parents. Et de revoir Aïcha. Cette femme qu'il n'avait pas tenue dans ses bras depuis 5 ans, à quelques rares visites près, des voyages éclairs qu'il s'était accordés 1 ou 2 fois pour recharger les batteries et ne pas perdre complètement le lien physique avec sa vie à Abidjan. Le jour où il a réservé son billet d'avion pour rentrer définitivement, Moussa a ressenti une joie qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Une joie pure, simple, enfantine presque. Il allait rentrer. Il allait enfin rentrer. Et il avait décidé de ne rien dire à personne. Ni à Aïcha, ni à ses parents, ni à Jules, ni à personne. Il voulait faire une surprise. Il voulait voir leur visage s'illuminer quand il apparaîtrait sur le pas de la porte, sans prévenir, avec ses valises et son grand sourire de victoire. Il avait imaginé la scène 100 fois dans sa tête. Il verrait sa villa pour la première fois. Il frapperait à la porte. Aïcha ouvrirait, elle ne s'y attendrait pas, et pendant une fraction de seconde elle ne comprendrait pas ce qui se passait. Puis elle réaliserait et elle se jetterait dans ses bras. Ils pleureraient tous les deux. Ils riraient. Ses parents viendraient et la maison se remplirait de joie. Jules serait là aussi, peut-être, et ce serait une grande réunion de famille. C'est ce qu'il avait imaginé. C'est ce qu'il espérait. L'avion a atterri à l'aéroport d'Abidjan en début d'après-midi. Moussa avait les mains qui tremblaient légèrement quand il a récupéré ses bagages. De l'émotion, pas de la peur. Il était chez lui. Le soleil d'Abidjan l'a accueilli avec cette chaleur reconnaissable entre toutes. Cette chaleur un peu lourde et humide qui vous enveloppe dès que vous sortez de la climatisation de l'aéroport, et qu'on déteste quand on vit là mais qu'on trouve presque douce quand on revient de loin. Moussa a respiré l'air de sa ville et il a souri. Il a pris un taxi. Il a donné l'adresse de la villa. Il regardait par la fenêtre défiler les rues d'Abidjan, les vendeurs ambulants, les enfants qui couraient, les femmes avec leurs paniers sur la tête, les mototaxis qui se faufilaient partout, le bruit, l'animation, la vie. 5 ans. Il avait passé 5 ans loin de tout ça. Et maintenant il revenait. Le taxi s'est arrêté devant la villa. Moussa est descendu, il a payé le chauffeur, il a laissé ses valises devant le portail et il a regardé sa maison pour la première fois. Elle était belle. Plus belle qu'il ne l'avait imaginé sur les photos. Jules avait bien travaillé, ou du moins les ouvriers avaient bien travaillé. La peinture était fraîche, le portail en fer forgé était élégant, le jardin devant était soigné. C'était exactement ce qu'il avait rêvé. Il a souri. Un long sourire d'un homme qui voit enfin le fruit de ses années de labeur. Et puis il a passé la main par-dessus le portail pour l'ouvrir de l'intérieur, comme il le faisait quand il vivait encore ici avant de construire cette villa, et il s'est dirigé vers la porte d'entrée. Il a frappé. Pas de réponse. Il a frappé encore. Toujours rien. Il s'est dit qu'Aïcha était peut-être sortie faire des courses ou rendre visite à quelqu'un. Mais il y avait de la musique à l'intérieur. Une musique douce, feutrée. Et des lumières allumées. Quelqu'un était là. Il avait gardé une clé de la maison depuis le début. La clé que Jules lui avait envoyée quand la construction avait été terminée.
Il l'avait toujours dans son portefeuille. Il l'a sorti. Il a ouvert la porte d'entrée. Il est entré dans sa maison. Le rez-de-chaussée était vide. Salon vide, cuisine vide. Mais la musique venait d'en haut. Des voix aussi. Des rires étouffés. Moussa a posé son sac à main dans l'entrée. Il a enlevé ses chaussures par habitude. Et il a commencé à monter l'escalier qui menait à l'étage. L'escalier qu'il avait vu sur les plans, qu'il avait payé, qu'il n'avait jamais encore monté parce qu'il n'était jamais venu dans cette villa depuis qu'elle était habitée. Les marches ne craquaient pas. Il montait en silence, sans le faire exprès. Son cœur battait vite, mais c'était de l'impatience, de la joie anticipée, pas de la méfiance. Il n'avait pas encore compris ce qu'il attendait. Il a atteint le couloir du premier étage. La porte de la chambre principale, sa chambre, leur chambre, était entr'ouverte. La musique venait de là. Et autre chose aussi. Des sons qui n'avaient rien à voir avec la musique. Des sons qui ont fait ralentir les pas de Moussa sans qu'il comprenne encore pourquoi. Son cerveau refusait de traiter l'information. Son cerveau cherchait une autre explication, n'importe quelle autre explication. Il a poussé la porte. Ce qu'il a vu ce jour-là, dans sa propre chambre, dans son propre lit, a brisé quelque chose en lui qui ne s'est jamais complètement ressoudé. Sa femme. Son frère. Ensemble. Dans le lit qu'il avait acheté. Sous le toit qu'il avait payé. Dans la maison qu'il avait construite pour eux. Pendant quelques secondes, personne n'a bougé. Le temps s'est suspendu. Moussa debout dans l'encadrement de la porte, les yeux écarquillés, le visage pétrifié. Aïcha qui le regardait avec une expression d'horreur et de honte mêlée, les draps remontés jusqu'au menton. Et Jules, l'aîné, le grand frère, qui avait d'abord sursauté puis qui s'était figé lui aussi, incapable de trouver les mots, incapable de regarder son frère dans les yeux. Et puis Moussa a fait une chose que personne n'a attendue. Il n'a pas crié. Il n'a pas pleuré. Il n'a pas frappé. Il a juste reculé d'un pas, très lentement, comme si ses pieds obéissaient à un ordre que son cerveau n'avait pas encore donné. Il a reculé jusqu'à l'encadrement de la porte. Et puis il s'est retourné. Et il a descendu les escaliers. Et il est sorti de la maison. Il a refermé la porte derrière lui. Et il s'est assis sur les marches de son perron, avec ses valises à côté de lui, sous le soleil d'Abidjan, et il a regardé droit devant lui sans voir. Le silence à l'intérieur durait. Puis il y a eu des bruits de pas précipités à l'étage. Des chuchotements. Et puis rien. Moussa était toujours assis sur les marches. Le soleil commençait à décliner. Un enfant du voisinage est passé sur le trottoir et l'a regardé avec curiosité. Un voisin qui rentrait du travail lui a lancé un bonjour distrait sans vraiment le regarder. Moussa était dévasté. Ce mot ne suffit même pas à décrire l'état dans lequel il se trouvait. Dévasté, c'est pour une maison qu'on détruit. Ce qui venait de se passer, c'était bien plus que la destruction d'une maison. C'était la destruction d'un monde entier. D'un monde qu'il avait mis 5 ans à construire. Un monde fait de confiance, d'amour, de sacrifice, d'espoir. Tout ce en quoi il avait cru venait de s'effondrer en quelques secondes, dans cette chambre à l'étage, avec une scène qu'il n'aurait jamais voulu voir. La porte s'est ouverte derrière lui au bout d'un moment. Il a entendu des pas. Il savait que c'était Aïcha. Il ne s'est pas retourné. Elle s'est arrêtée à côté de lui. Elle ne disait rien. Il ne disait rien. Le silence entre eux était un gouffre. Puis elle a dit son prénom. Moussa. Sa voix tremblait. Il ne l'a pas regardé. Elle a dit qu'elle était désolée. Elle a dit qu'elle ne sait pas comment cela était arrivé. Elle a dit que la solitude avait été trop lourde. Elle a dit des choses que Moussa entendait mais qui n'arrivaient pas vraiment jusqu'à lui, parce que son cerveau était encore en train d'essayer d'accepter ce qu'il avait vu de ses propres yeux. Il l'a finalement regardée. Il a regardé cette femme qu'il avait épousée avant de partir. Cette femme à qui il avait envoyé 500 000 francs par mois pendant 5 ans sans jamais manquer un seul mois. Cette femme pour qui il avait renoncé à tant de choses, cette femme qu'il aimait. Et dans ses yeux à elle, il a vu la honte. Il a vu la culpabilité. Mais il n'a pas vu la surprise. Il n'a pas vu la femme qui aurait voulu lui expliquer une erreur de parcours. Il a vu quelqu'un qui savait depuis longtemps que ce moment allait arriver et qu'il avait redouté mais n'avait pas pour autant arrêté ce qui se passait. Moussa s'est levé. Il a pris ses valises. Et il est parti. Sans dire un mot. Sans crier. Sans claquer de porte. Il est parti. Il a marché longtemps dans les rues d'Abidjan sans savoir où il allait. Ses valises roulaient derrière lui sur le trottoir. Les gens le regardaient passer,
un homme bien habillé avec des valises qui marchait sans destination apparente. Personne ne savait que cet homme revenait du Canada, que cet homme venait de voir sa vie s'effondrer en quelques secondes, que cet homme mettait un pied devant l'autre uniquement parce que son corps continuait de fonctionner même quand son âme s'était arrêtée. Il a fini par appeler un taxi. Il est allé chez ses parents. Sa mère l'a vu arriver et elle a d'abord poussé un cri de joie, la surprise de voir son fils revenu, et puis elle a vu son visage et elle a su que quelque chose n'allait pas. Elle n'a pas posé de questions tout de suite. Elle l'a pris dans ses bras comme elle le faisait quand il était enfant, et elle l'a tenu longtemps. Et c'est là, dans les bras de sa mère, que Moussa a pleuré pour la première fois. Pas des larmes de tristesse ordinaire. Des larmes qui venaient de très loin, du fond de quelque chose qu'il n'aurait pas su nommer. Son père est arrivé dans la soirée et il a trouvé son fils assis dans le salon avec un regard vide. Moussa leur a tout raconté. Il leur a dit ce qu'il avait vu. Sa mère a mis la main sur la bouche, incapable de parler. Son père a fermé les yeux un long moment. La trahison de Jules les frappait eux aussi de plein fouet. Leur fils aîné. Leur sang. Comment était-ce possible? La nuit a été longue pour tout le monde. Personne n'a vraiment dormi. La mère de Moussa ne cessait de pleurer en silence. Son père fixait le mur. Et Moussa était allongé dans son ancienne chambre d'enfant, les yeux ouverts dans le noir, à essayer de comprendre quelque chose qui ne se comprend pas. Le lendemain, Jules est venu. Il est arrivé chez ses parents en sachant ce qu'il attendait, en sachant que Moussa était là. Il avait le visage défait de quelqu'un qui n'a pas dormi et qui porte quelque chose de lourd. Quand il est entré dans le salon et qu'il a vu Moussa assis là, il s'est arrêté. Moussa l'a regardé. Et cette fois, les mots sont venus. Pas des cris. Pas de la violence. Des mots posés, nets, tranchants comme des lames. Moussa a dit à son frère tout ce qu'il pensait. Il lui a rappelé chaque mois d'argent envoyé. Il lui a rappelé la confiance qu'il avait placée en lui. Il lui a rappelé les larmes de leur mère, la fierté de leur père, les sacrifices de toute la famille. Et il lui a demandé « Pourquoi ?» Jules n'a pas pu répondre. Il n'y avait pas de réponse valable. Il a baissé la tête. Il a dit qu'il était désolé. Il a dit que cela ne devait pas arriver. Il a dit qu'il allait partir, quitter la ville, recommencer ailleurs. Des mots creux, des mots insuffisants face à l'ampleur de ce qu'il avait fait. Le père s'est levé et a dit à Jules de sortir de sa maison. Sa voix ne tremblait pas, mais son regard était d'une froideur que personne dans cette famille n'avait jamais vue dans ses yeux. Jules est sorti. La porte s'est refermée. Et dans cette famille, quelque chose aussi s'est refermé. Un chapitre. Une relation. Peut-être pour toujours. Moussa a eu à gérer la procédure de divorce dans les semaines qui ont suivi. Ce n'était pas une décision facile, même si elle s'imposait. Il y avait encore une partie de lui qui avait du mal à accepter la réalité de ce qu'il avait vécu. Cette partie-là aurait voulu que tout cela soit un mauvais rêve, que tout soit faux, que la femme qu'il avait aimée soit encore celle qu'il avait crue. Mais il n'y avait pas de retour en arrière possible. Ce qu'il avait vu ne pouvait pas être nié. Et même si les mots d'excuse avaient été prononcés, même si les larmes avaient coulé de tous les côtés, Moussa savait qu'il ne pourrait jamais regarder Aïcha ni Jules de la même façon. La confiance, une fois brisée de cette manière, ne se répare pas. On peut coller les morceaux, mais les fissures restent. Et Moussa ne voulait pas passer sa vie à voir les fissures. Il a demandé le divorce. Aïcha n'a pas résisté. Elle savait qu'elle n'en avait pas le droit. Elle a signé ce qu'il fallait signer, elle a fait ce qu'il fallait faire, et elle est repartie vivre chez ses parents dans la honte. Sa famille a elle été consternée. Son père, cet homme qui avait regardé Moussa dans les yeux et avait cru en lui, était anéanti d'apprendre ce que sa fille avait fait pendant 5 ans. Il avait présenté ses excuses à Moussa personnellement, avec une dignité et une honnêteté qui avaient touché Moussa malgré tout. La villa, Moussa y est retourné quelques jours après le départ d'Aïcha. Il avait fait changer les serrures. Il avait fait venir un homme de ménage pour nettoyer toute la maison de fond en comble, changer les draps, aérer chaque pièce. Il avait besoin de sentir que la maison était sienne, que tout ce qu'Aïcha et Jules avaient souillé par leur présence pouvait être effacé, au moins physiquement. Mentalement, c'était une autre affaire. Les premières semaines dans cette villa, Moussa les vivait seul, dans un silence pesant. La maison était belle, spacieuse, exactement comme il l'avait rêvé. Mais elle était vide. Et cette vacuité lui rappelait à chaque instant pourquoi elle était vide. Il s'asseyait le soir dans son salon et il regardait le plafond. Il n'avait pas la tête à travailler, pas la tête à faire des projets. Toute l'énergie qu'il avait accumulée pendant 5 ans, tout cet enthousiasme du retour,
Tout cela avait été soufflé par le vent ce fameux jour où il était monté cet escalier. Ses parents s'inquiétaient pour lui. Ils venaient le voir régulièrement. Sa mère lui apportait à manger, elle essayait de le faire parler, de le faire rire, de lui rappeler qu'il avait une vie devant lui. Son père parlait peu, comme toujours, mais sa présence seule était un réconfort. Quelques amis d'enfance aussi sont revenus dans sa vie, des gens qu'il avait perdus de vue pendant ses années au Canada et qui, apprenant son retour et ce qui lui était arrivé, sont venus lui offrir leur soutien. Parmi ses amis, il y avait Ibrahim. Ibrahim était le genre d'ami rare, celui qu'on a depuis l'école primaire, celui avec qui on n'a pas besoin de faux-semblants. Ibrahim était resté à Abidjan, il avait monté une petite entreprise de transport, il se débrouillait bien. Quand il a appris ce qui s'était passé, il est venu voir Moussa et il lui a dit quelque chose de simple qui a beaucoup compté. Il lui a dit, « Ce qui t'est arrivé est terrible. Mais tu n'es pas le premier homme à qui une femme a menti, et tu ne seras pas le dernier. La question c'est pas ce qu'on t'a fait. La question c'est ce que tu vas faire de ça maintenant. » Ces mots étaient simples, presque banals. Mais ils ont atteint quelque chose en Moussa. Ils lui ont rappelé qui il était. Ils lui ont rappelé que toute sa vie, il avait transformé les difficultés en carburant. Que depuis tout petit, chaque obstacle l'avait rendu plus fort plutôt que de le briser. Et que s'il laissait cette trahison le consumeur, s'il passait les prochaines années à pleurer ce qu'il avait perdu, alors Jules et Aïcha auraient non seulement volé son passé, mais aussi son avenir. Et ça, Moussa ne pouvait pas l'accepter. Il a commencé à se lever le matin avec un objectif. D'abord petit. Aller faire une marche. Manger correctement. Appeler un ami. Lire un livre. De petites choses, des choses qui semblent insignifiantes mais qui sont en réalité les premières briques de la reconstruction. Puis les objectifs sont devenus plus grands. Relire ses notes de cours, les analyses de marché qu'il avait faites au Canada. Reprendre contact avec des partenaires potentiels qu'il avait identifiés. Commencer à réfléchir sérieusement à son projet d'entreprise. Car Moussa avait un projet. Et ce projet, il l'avait dans la tête depuis des années. Il voulait monter une société de conseil aux entreprises, avec un volet de formation professionnelle pour les jeunes. Il avait vu au Canada comment ce type de structure pouvait transformer des carrières, créer des opportunités, donner aux gens les outils dont ils avaient besoin pour réussir. Et il voulait faire ça à Abidjan. Pour les jeunes d'Abidjan qui avaient du potentiel mais pas toujours les clés pour l'exploiter. Comme lui autrefois, avant la bourse. Il a commencé à travailler sur ce projet avec une intensité nouvelle. Comme si la douleur de la trahison avait réveillé en lui quelque chose d'encore plus fort que la tristesse. Un feu. Une détermination. Une rage tranquille de réussir, non pas pour se venger, mais pour se prouver à lui-même que rien de ce qui lui était arrivé ne pouvait définir son avenir. Il a rencontré un investisseur dans le cadre d'un événement économique à Abidjan, 6 mois après son retour. Cet homme, un Ivoirien de la diaspora lui aussi, avait été séduit par le sérieux et la clarté du projet de Moussa. Ils ont commencé à travailler ensemble. Les locaux ont été trouvés, les premiers employés recrutés, les premiers contrats signés. La société a ouvert ses portes 1 an après le retour de Moussa au pays. Ce n'était pas facile. Les débuts d'une entreprise ne le sont jamais. Il y avait des jours sans clients, des jours de doute, des décisions difficiles à prendre, des erreurs à assumer. Mais Moussa avait appris à faire face à la difficulté. Il avait appris ça au Canada, il l'avait appris depuis tout petit dans la famille Koné. Et il l'appliquait chaque jour. L'entreprise a grandi. Lentement d'abord, puis plus vite. Le bouche à oreille fonctionnait bien. Les résultats que Moussa obtenait pour ses clients parlaient d'eux-mêmes. Les formations qu'il proposait aux jeunes étaient sérieuses, pratiques, utiles. Il avait fait venir des formateurs du Canada avec qui il était resté en contact. Il avait noué des partenariats avec des universités. Il avait commencé à être invité à des conférences comme intervenant. Et dans cette reconstruction professionnelle, quelque chose se reconstruisait aussi dans sa vie personnelle. Doucement. Prudemment. Avec beaucoup de méfiance au début, parce que la trahison laisse des cicatrices, et les cicatrices font mal quand on veut à nouveau toucher quelque chose. Il y avait une femme qui travaillait avec lui. Elle s'appelait Nadia. Elle était responsable de la communication de son entreprise. Elle avait un doctorat en marketing, elle avait travaillé dans plusieurs pays africains avant de revenir s'installer à Abidjan. C'était une femme posée, intelligente, avec une façon d'être qui ne cherchait pas à séduire mais qui séduisait naturellement par sa compétence et sa droiture. Moussa avait d'abord refusé de voir quoi que ce soit en elle au-delà de la collègue. Il avait dressé un mur autour de lui sur le plan sentimental,
Un mur épais construit avec les décombres de sa confiance brisée. Il ne voulait plus jamais être dans cette position de vulnérabilité où quelqu'un qu'il aimait pouvait le blesser à ce point. Mais Nadia n'avait rien demandé. Elle travaillait, elle était professionnelle, elle respectait les limites. Et sans qu'il y prenne garde, Moussa s'était retrouvé à apprécier sa présence, à chercher son avis sur des sujets qui n'avaient rien à voir avec le travail, à rire avec elle le vendredi soir quand l'équipe restait un peu plus tard. Et un jour, il avait compris que le mur qu'il avait dressé avait une fissure. Pas une fissure de faiblesse. Une fissure de guérison. Ils avaient commencé à se fréquenter, doucement, en dehors du bureau. Des repas simples, des promenades, des conversations longues sur des sujets que Moussa n'avait pas abordés avec quelqu'un depuis longtemps. Et un soir, il lui avait raconté son histoire. Tout. Le Canada, les 5 ans, l'argent envoyé, la surprise planifiée, la porte ouverte, ce qu'il avait vu. Il lui avait tout dit sans chercher à paraître fort, sans minimiser la douleur. Et Nadia l'avait écouté sans l'interrompre, sans plaquer des consolations creuses, sans chercher à résumer ce qu'il avait vécu en une phrase. Elle avait juste dit, à la fin, que cela avait dû être une douleur immense et que le fait qu'il soit là, debout, en train de construire quelque chose de beau, disait beaucoup sur qui il était vraiment. Cette phrase, elle aussi, avait touché quelque chose en Moussa. Pas parce qu'elle le flattait, mais parce qu'elle était juste. Leur relation a grandi. Avec soin, avec respect, avec une franchise que Moussa avait décidé d'exiger de lui-même et de toute relation future. Il avait appris que le silence et la confiance aveugle pouvaient coûter cher. Il avait appris qu'un couple solide se construisait sur la communication, sur la vérité dite même quand elle est difficile à entendre, sur une vigilance bienveillante et mutuelle. Nadia était cette femme-là. Elle ne mentait pas. Elle ne jouait pas de jeu. Quand quelque chose n'allait pas, elle le disait. Quand elle était contente, elle le montrait. Et peu à peu, dans cet espace de vérité qu'elle avait créé autour d'elle, Moussa s'était remis à faire confiance. Pas une confiance aveugle comme avant. Une confiance éclairée, une confiance qui n'avait pas peur des questions, une confiance qui savait qu'elle méritait d'être nourrie et vérifiée. 2 ans après le retour de Moussa à Abidjan, il avait demandé Nadia en mariage. Pas précipitamment, pas par peur de la solitude, pas parce que c'était ce que la société attendait de lui. Mais parce qu'il avait pris le temps de la connaître vraiment, de la voir dans les bons et les mauvais moments, de voir comment elle réagissait sous la pression, comment elle traitait les gens autour d'elle, comment elle l'aimait lui, concrètement, dans les petites choses du quotidien. La cérémonie de mariage a été belle. Cette fois, il n'y avait pas de précipitation, pas de départ imminent qui donnait à la fête une teinte mélancolique. C'était juste une célébration. La vraie. Celle que Moussa méritait. Ses parents étaient là, rayonnants. Ibrahim était là, son témoignage émouvant avait fait rire et pleurer la salle. Et Jules n'était pas là. Jules avait disparu de leur vie. On disait qu'il était parti dans une autre ville, qu'il avait essayé de recommencer quelque part ailleurs. Les parents de Moussa avaient du mal avec ça, avec l'absence de leur fils aîné, mais ils comprenaient que Moussa ne pouvait pas accueillir Jules dans sa nouvelle vie comme si rien ne s'était passé. Le pardon est une chose compliquée. Moussa avait réfléchi à cette question pendant longtemps. Est-ce qu'il avait pardonné à Aïcha? Est-ce qu'il avait pardonné à Jules? Ce n'est pas une réponse en noir et blanc. Il avait choisi de ne pas laisser la rancœur empoisonner ses journées. Il avait choisi de mettre cette histoire derrière lui pour vivre pleinement. Mais le pardon, au sens où on tend à nouveau la main, au sens où on remet la même confiance entre les mêmes mains, non. Il n'en était pas là. Et peut-être qu'il n'y serait jamais. Et c'était acceptable aussi. Ce qui n'était pas acceptable, c'était de rester prisonnier de ce qui s'était passé. Et Moussa avait refusé cette prison. Il avait refusé de devenir un homme amer, un homme méfiant de tout le monde, un homme qui utilise son malheur passé comme une excuse pour ne pas vivre. Il avait choisi l'autre chemin. Le chemin plus difficile. Celui qui demande de se lever chaque matin et de recommencer à croire que la vie vaut la peine d'être vécue. Aujourd'hui, l'entreprise de Moussa emploie une 50aine de personnes. Elle a des bureaux à Abidjan, des partenariats avec des structures au Sénégal et au Cameroun. Elle a formé des centaines de jeunes. Elle a accompagné des dizaines d'entreprises dans leur développement. Moussa est connu dans son milieu. Pas comme une célébrité, mais comme quelqu'un qui a de la substance, quelqu'un de sérieux et compétent. Avec Nadia, ils ont construit ce foyer dont Moussa avait rêvé depuis toujours. Pas dans la villa de la trahison. Moussa a fini par vendre cette villa. Il ne pouvait pas y vivre sereinement. Chaque coin de cette maison lui rappelait quelque chose qu'il préférait laisser derrière lui.
Il a acheté avec Nadia une autre maison, qu'ils ont choisie ensemble, qu'ils ont aménagée ensemble, et qui n'était chargée d'aucun souvenir douloureux. Juste la leur. Juste leur histoire à eux. Ils ont eu des enfants. Un petit garçon d'abord, qu'ils ont appelé Amadou, comme le grand-père paternel de Moussa. Et une petite fille ensuite, qu'ils ont appelée Fatoumata. Ces enfants-là, Moussa les regarde grandir avec une gratitude qu'il ne saurait pas bien exprimer avec des mots. Une gratitude d'homme qui a failli perdre pied, qui a failli se noyer dans la douleur, et qui a réussi à revenir à la surface et à trouver quelque chose de beau de l'autre côté. On demande parfois à Moussa ce qu'il aurait fait différemment. Est-ce qu'il aurait attendu avant de se marier? Est-ce qu'il aurait fait confiance à quelqu'un d'autre pour gérer la construction? Est-ce qu'il aurait appelé plus souvent? Est-ce qu'il serait rentré plus tôt? Moussa répond toujours la même chose. Il dit qu'il a fait ce qu'il pensait être juste à chaque moment de sa vie. Qu'il a aimé sincèrement, qu'il a travaillé honnêtement, qu'il a fait confiance de bonne foi. Et que si des personnes ont choisi de trahir cette confiance, ce n'est pas sur lui que le jugement doit se porter. C'est sur elle. Il dit aussi que la vraie leçon de son histoire, ce n'est pas de ne plus jamais faire confiance. Ce n'est pas de tout vérifier, de tout surveiller, de vivre dans la suspicion permanente. La vraie leçon, c'est de savoir se relever. De savoir regarder la catastrophe en face et de décider, malgré tout, de continuer à avancer. C'est cette capacité-là qui sépare ceux qui survivent à leur douleur de ceux qui s'y noient. Il y a une chose dont Moussa ne parle pas souvent, mais qui habite encore parfois ses nuits. C'est l'image de cet escalier. Ces marches qu'il montait le soir de son retour, les mains tremblantes d'excitation, le cœur plein de joie anticipée. Il ne savait pas encore. Il était encore l'homme le plus heureux du monde, à quelques secondes près. Et puis la porte, et puis la scène, et puis le sol qui s'est dérobé sous ses pieds. Cette image-là, elle ne part jamais tout à fait. Elle est là, dans un coin de sa mémoire. Mais elle ne le paralyse plus. Elle lui rappelle juste que la vie est imprévisible, que rien n'est jamais acquis, et que le seul endroit sûr, c'est l'intérieur de soi-même. Aïcha, de son côté, a refait sa vie aussi. Moussa n'en sait pas grand-chose et ne cherche pas à en savoir plus. Il sait qu'elle s'est remariée avec quelqu'un d'autre. Il lui souhaite sincèrement de trouver la paix, non pas par générosité envers elle, mais parce qu'il a compris que souhaiter du mal à quelqu'un qui vous a blessé, c'est continuer à lui laisser de la place dans votre vie. Et Moussa avait décidé qu'elle n'en aurait plus. Jules, lui, a disparu du paysage familial. Les parents de Moussa ont eu des contacts sporadiques avec lui au fil des années. Ils se débrouillent, à ce qu'on leur dit. Mais il n'est plus dans le cœur de la famille. Le lien qui s'est brisé ce soir-là dans la chambre ne s'est jamais ressoudé. Et peut-être que c'est mieux ainsi. Certaines ruptures sont des protections. Ce que l'histoire de Moussa nous enseigne, c'est quelque chose de fondamental sur la nature humaine. Elle nous enseigne que la loyauté est une chose rare et précieuse. Que les gens qui vous sourient le plus chaleureusement ne sont pas forcément ceux qui vous gardent dans leur cœur le plus fidèlement. Que la confiance se mérite et se garde, et qu'elle peut être brisée même par ceux qu'on aurait juré incapables d'une telle chose. Elle nous enseigne aussi que la reconstruction est possible. Que la douleur n'est pas une condamnation à vie. Que les êtres humains ont une capacité à surmonter des épreuves qui défient parfois l'imagination. Elle nous enseigne enfin quelque chose sur ce que signifie vraiment aimer. Aimer, ce n'est pas juste ressentir une émotion forte. Aimer, c'est choisir. C'est choisir chaque jour de rester fidèle à la personne qu'on a choisie, même quand c'est difficile, même quand la tentation existe, même quand la solitude pèse. Et ceux qui font ce choix chaque jour, même dans l'absence, même dans la distance, ce sont ceux-là qui méritent d'être aimés en retour. Moussa a fait ce choix pendant 5 ans, seul dans un pays froid, travaillant dur, envoyant son argent sans compter. Il méritait mieux que ce qu'il a reçu ce soir-là. Et la vie, dans sa façon tortueuse et imprévisible d'avancer, lui a finalement donné ce qu'il méritait. Pas de la façon dont il l'avait imaginé. Pas avec la femme qu'il avait cru être son destin. Mais elle le lui a donné quand même. Aujourd'hui, quand Moussa rentre chez lui le soir après une longue journée de travail, quand il pousse la porte de sa maison et qu'il entend le rire de ses enfants, quand il voit Nadia dans la cuisine ou dans le salon, quand il sent que cette maison est un endroit où l'amour est réel et où la confiance est méritée, il pense parfois à ce jeune homme qui descendait de l'avion il y a quelques années avec ses rêves dans les valises et son cœur à l'envers. Et il lui dit intérieurement, « Tu as bien fait de te relever. » Voilà l'histoire de Moussa. Une histoire de sacrifice, de trahison, de douleur et de renaissance. Une histoire qui rappelle que les épreuves font partie du chemin, que les blessures font partie de la vie, et que ce qui nous définit vraiment, ce n'est pas ce qu'on a subi,
mais ce qu'on a choisi de faire après. Si cette histoire vous a touché, si elle a résonné en vous d'une façon ou d'une autre, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi aussi d'où vous me regardez. Il y a des gens qui regardent ces vidéos depuis Abidjan, depuis Dakar, depuis Bamako, depuis Paris, depuis Bruxelles, depuis Montréal, depuis des dizaines et des dizaines de villes partout dans le monde. Et chaque commentaire, chaque like, chaque abonnement me dit que cette communauté grandit et que ces histoires atteignent des cœurs. Alors si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous maintenant. Likez cette vidéo. Activez la cloche. Et surtout, revenez. Parce qu'il y a encore beaucoup d'histoires à raconter. Des histoires vraies, des histoires qui font réfléchir, des histoires qui parfois font mal mais qui toujours finissent par vous donner quelque chose à emporter. Prenez soin de vous. Et n'oubliez jamais, peu importe ce que vous avez perdu, vous avez encore le pouvoir de choisir ce qui vient ensuite.